Gerald Eugène Stano, le tueur de Floride. Dans les années 1970, Gerald Eugène Stano a agressé et assassiné de nombreuses adolescentes et jeunes femmes, surtout en Floride. Il admettra avoir commis 41 homicides, mais le nombre exact de ses victimes demeure inconnu. Arrêté en 1980 et condamné à la peine de mort, il est exécuté sur la chaise électrique en 1998 à la prison d'État de Floride. Retour sur ce personnage. Paul Zeninger, oui car c'est son nom d'origine, naît dans la ville de Schenectady, dans le comté de New York, le 12 septembre 1951. Sa mère est une habituée des institutions sociales. Elle a 4 enfants aînés quand Paul arrive à son tour. Elle donne tous ses enfants à l'adoption, sauf sa dernière fille, qui a des lésions cérébrales. Et c'est ainsi donc que Paul se retrouve dans le cursus de l'adoption. Il a à peine 13 mois quand il est évalué à cette fin par une équipe de psychologues, de médecins et de travailleurs sociaux qui décrète qu'il n'est pas apte à l'adoption. Il faut dire que l'enfant est tellement négligé par sa mère qu'il semble régresser et va jusqu'à ingérer ses propres excréments pour survivre. Il est finalement adopté 6 mois plus tard par le couple que forment Eugène et Norma Stano, qui vont le débaptiser et le faire appeler désormais Gerald Eugène, et lui donner leur nom de famille, Stano. Les nouveaux parents sont Norma, une infirmière, et Eugène, un directeur d'une grande entreprise. Les Stano se montrent des parents aimants, mais très vite des problèmes de discipline tourmentent leur fils adoptif et persisteront toute sa vie durant. Dès le début, le jeune Gerald montre des problèmes psychologiques. Il souffre d'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et durant son adolescence, il montre des problèmes de socialisation avec les autres enfants de l'école qu'il fréquente. À la récré, il reste généralement tout seul dans son coin et ne se mêle pas aux autres. Il est également la cible d'écoliers qui l'intimident et des filles qui se moquent de lui. En cours, il n'est pas très bon, il obtient des C et des D dans toutes les matières, sauf en musique, où il se montre excellent. Il a 14 ans et demi quand il est arrêté pour avoir déclenché une alerte incendie sans motif et pour avoir lancé des pierres sur des voitures depuis le pont routier où il se promenait. À 15 ans, en 1966, ses parents décident de l'inscrire dans une école militaire pour tenter de le remettre dans le droit chemin et lui donner enfin une perspective d'avenir. Malheureusement, c'est sans succès. Gerald vole de l'argent à ses camarades. L'année d'après, toute la famille déménage à Norristown, en Pennsylvanie. Là, Gerald fait l'école buissonnière et se met à voler de l'argent à sa famille et aussi à ses camarades de lycée. Mais il veut quand même montrer qu'il peut faire bonne figure dans une discipline, et cette discipline sera le sport. Lors d'une compétition de course qu'il cherche à remporter, il va payer ses camarades pour finir premier, avec l'argent qu'il a volé à son père. Et il faut dire que Gerald n'est pas spécialement bon. C'est la seule chose qu'il a trouvée pour tenter de la gagner. Au lycée, il faut bien dire, il est de plus en plus mauvais. Ses notes chutent. Et durant les années 68 à 71, il va tripler sa classe. Finalement, à 21 ans, il parvient quand même à être diplômé de ses études secondaires et s'inscrit à la suite dans une école d'informatique où il emménage dans un hôtel pour être à proximité. Pour payer ses études, il commence à travailler dans un hôpital local mais se fait très vite licencier, peu de temps après, pour avoir encore volé de l'argent. Gerald Paul Stano, ou Gerald Eugène Stano, va dès lors, durant une longue période, retourner chez ses parents et passer d'un emploi à l'autre. Quelques mois plus tard, il déménage dans le New Jersey, après avoir rencontré une jeune fille attardée. Il commence à sortir avec elle et la jeune fille tombe malheureusement rapidement enceinte. Le père de celle-ci débarque furieux et menace Gerald d'une arme à feu et lui enjoint de payer pour l'avortement. Gerald prend peur et comme il n'a pas envie de se marier tout de suite, il accepte et quitte au passage la fille. Dépité, mal dans sa peau, il se met à boire beaucoup et à se droguer. Ses parents cherchent à l'aider en lui demandant de déménager pour Ormond Beach en Floride afin qu'il puisse prendre soin de sa grand-mère. Ils se disent que, en aidant la vieille dame, il reviendra dans le droit chemin. Et une nouvelle fois, c'est peine perdue. Là aussi, durant son séjour sur la côte Est, il va sauter de boulot en petit boulot et se faire souvent licencier pour des retards ou pour avoir volé, comme d'habitude. C'est aussi à cette période qu'il va commencer à commettre ses meurtres. Nous sommes en 1973. 2 femmes vont être retrouvées mortes. Elles s'appellent Janine Ligotina et Anne Arsenault. Les problèmes personnels de Gerald ne s'arrangent pas. Il est de plus en plus addict à la boisson et aux drogues et se fait renvoyer de ses divers emplois.
En 1974, il s'en prend à 2 nouvelles femmes, Barbara Ann Bohr et le 19 janvier à Kathy Lee Scarf, qu'il va étrangler. En 1975, il décide enfin de suivre un programme de désintoxication afin de se reprendre en main. À la même période, il rencontre une coiffeuse de 22 ans avec qui il sort. À peine 6 mois plus tard, il l'épouse dans une église locale. Nous sommes le 21 juin. L'union ne l'empêche nullement de fomenter ce nouveau crime. Et le 22 juillet, il tue Lyda Hamilton, l'homonyme de l'actrice de Terminator, une jeune fille de 16 ans dont il va laisser le corps près d'un cimetière indien. Et puis, ensuite, il semble reprendre sa vie en main et travaille même pour son beau-père dans la station-service que celui-ci possède. Mais en décembre, fini les bonnes résolutions personnelles. Il se remet à boire, beaucoup, et se met à abuser physiquement de sa femme. En janvier 1976, il tue Nancy Heard, puis en mai, Ramona Neal, une belle géorgienne de 18 ans, dont le corps sera retrouvé dans le parc de l'État de Tomoka en mai. Son corps avait été dissimulé sous des branches. Le mois suivant, en juin, sa femme en a assez. Elle demande le divorce. Gérald Stano, assommé, part retrouver ses parents et vivre chez eux. Un mois plus tard, le tribunal accorde le divorce à sa femme. En décembre 1976, il poursuit ses meurtres macabres et tue Suzanne Briquette. Puis un an plus tard, Mary Muldoon. Les meurtres s'accélèrent rapidement en 1978 où c'est l'hécatombe, avec les assassinats de Bonnie Hughes, de Diana Valek, d'Emily Branch, de Christina Goodson, de Phoebe Winston, de John Foster, de Susan Basile et de Sandra Dubose. La nuit suivante, on ne lui connaît qu'un assassinat, celui de Dorothy Williams. Il s'en prend à 2 femmes les 16 et 17 février 1980, Toni Wanda Haddox, qui sera déclarée disparue, ainsi que Mary Carol Maher, une étudiante de 20 ans qui sera retrouvée poignardée au dos, à la poitrine et aux jambes à l'aéroport de Daytona. Sa course à la mort va se terminer avec Donna Hensley, qui, elle, parvient à lui réchapper alors qu'il l'a poignardée. La jeune femme blessée se rend au département de police de Daytona Beach. Prostituée, elle explique à l'agent que Stano, qui l'a prise dans un pick-up rouge, a voulu l'emmener à l'hôtel. Quand elle a insisté pour qu'il paye d'avance, il l'a poignardée à la cuisse. Elle aura pour cela 27 points de suture. Après l'avoir blessée, Donna Hensley racontera que Paul Stano l'a réprimandée parce que c'était une prostituée. L'un des agents du commissariat où Donna a porté plainte retrouve la voiture de Paul Eugène grâce aux autocollants que la jeune femme avait repérés. Après s'être assuré que Stano en était bien le propriétaire, la police se fait convoquer le 1er avril 1980 pour un interrogatoire. Très vite, au cours de cet interrogatoire du 1er avril 1980, Stano avoue avoir agressé la prostituée avec un ouvre-boîte et de l'acide muriatique. Un peu plus tard, il va également avouer le meurtre de Mary Carol Maher. La jeune femme, comme il va le dire, avait refusé ses avances sexuelles et c'est pourquoi il l'a poignardée à plusieurs reprises dans la poitrine puis dans le dos, ce qui a attaché les sièges de sa voiture au passage. Voici quelques bribes de la conversation qu'a eu l'agent Crow avec Stano à ce sujet. Elle vient s'asseoir dans ta voiture pensant que tu as des bières, c'est ça? Ouais. Tu es sûr que tu n'as pas essayé d'enlever ton pantalon, Gérald? Ouais. Tu voulais du sexe, elle ne l'a pas fait, c'est ça? Ouais, putain. Elle ne voulait pas te le donner? Non, elle ne l'a pas fait. Tu pouvais la frapper fort, n'est-ce pas, Gérald? Ouais, t'as raison, je pouvais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as frappé, tu es devenu fou, non? Ouais, putain, c'est vrai, je suis devenu tellement fou, je l'ai poignardé aussi fort que possible. Dis-moi comment tu l'as poignardé. Eh bien, je mets ce couteau-là sous le siège. Alors, je l'ai sorti. Je l'ai juste frappé aussi fort que possible. Et qu'est-ce que t'as fait alors, Gérald? Je l'ai poignardé plusieurs fois dans la poitrine. Elle a ouvert la porte et a essayé de sortir, mais je lui ai coupé la jambe. Et je l'ai tirée vers l'intérieur. J'ai fermé la porte, elle est tombée en avant et s'est cognée la tête contre le tableau de bord. Il a commencé à gargouiller partout. J'avais du sang partout. Je l'ai poignardée quelques fois de plus dans le dos, parce qu'elle salissait ma voiture. Et puis elle est tout simplement devenue molle. Alors je l'ai emmenée. Ne me dis plus rien. Prenons la voiture, tu dirigeras. Je conduirai. Quand ils sont arrivés à la décharge, Stano a montré à Crow et à l'inspecteur Cadbury où il avait laissé le corps de Mary Carol Maher et a décrit comment il l'avait déposé. Quand ils sont rentrés au poste de police, Stano a signé des aveux pour le meurtre de Mary Carol. Il est accusé du meurtre au 1er degré et envoyé en prison. Le 15 avril, le corps de Toni Van Haddock sera découvert par un habitant de Holly Hill, près de Daytona Beach. L'homme a découvert un crâne humain dans son jardin. Les enquêteurs ont parcouru la zone et ont retrouvé plus d'os et quelques morceaux de vêtements. Des animaux sauvages avaient dispersé les restes, il faut bien le dire. L'autopsie, qui est faite, va identifier la victime. Sa cause de décès a été attribuée à des multiples blessures à la tête.
Une fois que l'agent Crowe a appris l'identité de la victime, il a ramené Gerald Stano en salle d'interrogatoire. Stano a d'abord nié avoir tué la jeune femme, mais au fil des heures, il a commencé à reconnaître le meurtre et a fini par signer des aveux. En 1981, Gerald Eugene Stano tente de négocier un plaidoyer et plaide coupable pour 3 meurtres, ceux de Marine Carol Maher, de Tony Van Haddock et celui de Nancy Hurt. Le juge James Fossman accepte son plaidoyer le 2 septembre. En 1982, alors qu'il se retrouve à la prison d'État de Floride, Stano se met en colère. En effet, il estime qu'il n'a pas reçu l'attention médiatique qu'il mérite. Et pour réparer cela, il avoue plus de meurtres, dont un d'une femme non identifiée. Ce seront les assassinats de Scharf, Bickreth, Muldoon, Ligotino, Arvenot, Bohr, Hughes, Valek, Branch, Goodson, Winston, Foster, Basil, Dubose et Williams. Le 7 mars 1983, Stano est condamné à 3 autres peines de prison à vie consécutives après avoir plaidé coupable dans le comté de Bradford du meurtre de Boer, d'Anne Arsenault, 17 ans, et de celui de Janine Ligotino, 19 ans. Le 8 juin 1983, il plaidera coupable pour les meurtres de Bickreth et de Muldoon et renonce à son droit d'avoir un procès et est condamné à la peine de mort. Au mois de septembre, son procès débute à Titusville. Il reconnaît l'assassinat de Kathy Lee Scharf et est de nouveau condamné à la peine capitale, cette fois par un second jury de Titusville. Un détenu nommé Clarence Jack renforce le dossier de l'État avec un témoignage dans lequel Stano admet avoir tué la jeune femme. Il avouera ensuite l'année suivante d'autres crimes, mais il faut bien dire qu'il est impossible de dire si ce sont bien les siens, et aucun autre acte d'accusation ne sera déposé en ce sens. Le 16 janvier 1984, un juge du comté de Seminole condamne Stano à une 7e peine à perpétuité pour le meurtre d'une femme non identifiée dont les restes ont été retrouvés dans un champ près d'Altamonte Springs. En 1985, ses avocats font appel des peines qui sont confirmées. Un nouvel appel sera fait le 22 mai 1986 alors qu'il est sur le point de se faire exécuter. Il reçoit un autre sursis au mois de juillet alors que son exécution est prévue pour le 22 août 1987. La 11e Cour d'appel des États-Unis accorde un sursis à son exécution. Le 17 novembre 1989, un panel de 3 juges de la Cour fédérale conclut que le droit constitutionnel de Stano à l'assistance d'un avocat a été violé lors de sa condamnation pour les meurtres de Bickreth et de Muldoon. Cependant, le 2 janvier 1991, la Cour d'appel renverse la chose et informe que le droit de Stano à l'assistance d'un avocat n'a pas été violé du tout. En 1997, un 3e arrêté de mort est signé pour le 29 avril de la même année par le gouverneur de Floride. Son avocat fait appel. L'exécution est alors repoussée au 30 mai. Il se trouve, il faut bien dire, que la chaise électrique ne fonctionne pas correctement, et la période est donc suspendue le temps que les problèmes de la chaise soient résolus. Gerald Eugene Stano sera finalement exécuté par chaise électrique en Floride, le 23 mars 1998. Ses dernières paroles seront « Je suis innocent, je suis effrayé. J'ai été menacé, j'ai été détenu des mois et des mois, sans aucune représentation juridique réelle. J'ai avoué des crimes que je n'ai pas commis. » Pour son dernier repas, il a demandé un Delmonico steak, des pommes de terre au four avec de la sauce aigre, des morceaux de lard, de la salade, de la vinaigrette au bleu, des haricots de Lima, une baguette de pain, de la crème glacée à la menthe et aux pépites de chocolat, et 2 litres de Pepsi-Cola. Gerald Eugene Stano meurt en ayant avoué 41 meurtres. À très bientôt pour un nouveau portrait sur psychocriminologie.com.